Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui le pianiste Florian Noack. Bonjour Florian. Bonjour. Alors je résume votre parcours. Vous étudiez le piano dès l'âge de 4 ans avec Yuka Izutsu et ensuite auprès de Michel Wiegers. Admis en 2001, à l'âge de 11 ans, à la chapelle musicale Reine Elisabeth, vous vous perfectionnez auprès d'Abdelrahman El-Bacha, Brigitte Engerer, Dimitri Bashkirov et Vitali Margoulis. Entre 2008 et 2013, vous étudiez à la Musikhochschule de Cologne avec le pianiste et compositeur russe Vassili Lobanov. Vous êtes lauréat du concours international Robert Schumann, du concours Rachmaninov et du concours international de Cologne. Vous poursuivez une fructueuse collaboration discographique avec le label La Dolce Volta. Vos enregistrements sont couronnés de récompenses et notamment des prix Éco-Classique Jeune Artiste de l'année 2015, l'International Classic Music Awards, l'Octave de la musique en 2017 et 2019, ainsi qu'un diapason d'or de l'année. Je vous propose de débuter avec votre transcription du concerto pour clavier en la mineur BW 1065 de Jean-Sébastien Bach, dont vous êtes également l'interprète.
transcription du concerto pour 4 claviers en la mineur BWV 1065 de Jean-Sébastien Bach de notre invité Florian Noack, qui en était également l'interprète. Un extrait de son nouvel album I Wanna Be Like You, qui vient de paraître chez la Dolce Volta. Florian, venez-vous d'une famille de musiciens? Oui, absolument. Donc, alors on est très peu à être des musiciens professionnels dans la famille, en fait que mon père qui est flûtiste. Mais en revanche, c'est une famille où tout le monde a dès l'enfance joué d'un instrument. Et donc, voilà, déjà dans la famille de mon père, qui était plutôt d'un milieu agricole, puisque mon grand-père était meunier, eh bien lui jouait du cor, les deux autres enfants faisaient du hautbois et de la clarinette, mon père faisait de la flûte, et en fait c'est comme ça chez les cousins, c'est un peu, voilà, tout le monde fait d'un instrument en fait. Et on jouait de la musique ensemble? Alors je pense que mon père l'a fait pas mal, il l'a fait aussi avec ma mère qui était... alors ma mère n'est pas professionnelle du tout, elle est professeure de langues anciennes, mais elle était flûtiste aussi, enfin amateur. Donc eux je sais qu'ils ont joué ensemble, moi j'ai joué évidemment avec papa. Sinon on n'a pas tellement fait ça entre nous avec les cousins, cousines, mais voilà, on a tous un peu ce bagage-là, disons. Et alors comment le piano est rentré dans votre vie? Mais en fait, c'est mes parents qui avaient choisi le piano parce qu'ils s'étaient dit que pour un enfant, ils ont fait ça pour ma grande sœur et mon petit frère aussi, pour un enfant, le piano c'est assez gratifiant comme instrument au début, c'est assez facile de démarrer, on peut tous plus ou moins s'asseoir et faire tagada soin au piano à peu près. Il n'y a pas de grandes complications pour produire un son en tout cas. Donc ça c'était un choix parental, mais pour moi c'est un choix qui s'est confirmé tous les jours et voilà. J'ai fait un peu de clavecin aussi, mais le piano c'est vraiment... J'aurais jamais voulu faire un autre instrument, disons. Alors quels étaient les héros musicaux de votre jeunesse? Personnages que vous écoutiez? Ben, en fait, pas tellement de... enfin, jeunesse, c'est un grand mot évidemment. Le premier Oui, que vous j'ai... êtes encore jeune. C'est très gentil. Non, disons que le premier que j'ai vraiment écouté n'était pas du tout un musicien classique, c'était Ivan Rebroff, dont ma grand-mère avait des vieux 33 tours, j'adorais ça, donc j'écoutais ça en boucle parce que j'étais assez obsessionnel. Après, bah, évidemment, j'ai commencé à découvrir le répertoire vers 12 ans. C'est l'âge où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la musique classique, à découvrir Chopin, Schumann, etc. Et à ce moment-là, en fait, c'était vraiment les œuvres qui étaient importantes, beaucoup plus que les interprètes. Et puis, très vite, j'ai commencé à découvrir des compositeurs rares. Donc là, on a aussi peut-être un peu moins de choix d'interprètes, spécialement il y a 20 ans. Donc en fait, c'était pas tellement les pianistes, je pense, qui me marquaient. Alors évidemment, on avait des disques de Maria João Pires, de Paulini, des choses comme ça, mais c'était plus les morceaux qui comptaient en fait. Alors, Ivan Rebroff, bon, il était allemand, mais il dégageait une image tout à fait russe. Et je sais que vous avez une passion pour la littérature russe. D'où vient cet engouement? Mais je sais pas très bien en fait. C'est vrai qu'il y a eu un... Enfin, évidemment, Ivan Rebroff, c'est un peu... Oui, c'est quelque chose de très russe avec un petit côté carte postale, évidemment, sa chanson chorale cosaque, etc. Mais quand on est petit, on y croit, on prend pas ça avec du recul. Et puis, voilà, en grandissant, enfin vers 14 ans, voilà, mes premières amours musicales, c'était vraiment Schubert, Brahms, Schumann. Mais assez vite, j'ai découvert Rachmaninoff, puis très vite Lyapunov, Mettner, des compositeurs comme ça. Et je me suis vite retrouvé dans ce langage, dans le côté quand même, le romantisme un peu exacerbé, dans la virtuosité, dans tout ça, le côté narratif, le côté conte qu'il y a beaucoup dans la musique russe. Et puis j'ai étudié avec un professeur russe à Cologne, plus ou moins à la même période, enfin à partir de mes 15 ans, qui lui m'a très vite recommandé de lire beaucoup, de me développer aussi par ce biais-là. Et donc assez naturellement, en fait, cette image un peu, ou cette culture russe a pris vite beaucoup de place, même s'il y a plein d'autres choses que j'aime, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui a été assez tôt très présent. Alors il y a un personnage que vous avez évoqué, qui est Sergueï Lyapunov, à qui vous avez déjà consacré 3 albums. Qui était-il? Lyapunov, en fait, c'est un compositeur, je dirais, assez typique de la Russie, dans le sens, donc c'était un pianiste virtuose. Il y a quelques enregistrements de lui qui montrent que c'était vraiment quelqu'un qui jouait extrêmement bien. C'est un pianiste qui s'est retrouvé partagé, comme beaucoup de monde en Russie à cette période, entre ce groupe des 5, qui était ce groupe un peu nationaliste, qui, en plongeant dans le folklore, voulait vraiment développer une identité russe. Donc on est au 19e siècle, on parle de Moussorgsky, absolument, je suis désolé, j'ai oublié de le dire. Donc il y avait ce groupe-là, et en même temps il y a une influence très forte en Russie de toute la culture européenne, que ce soit en termes de langue, de littérature, et évidemment en termes de musique, où on a les modèles de Liszt, de Schumann, de Chopin. Et donc Lyapunov se retrouve vraiment à cheval entre ces deux choses-là, et il a un grand cycle qui est très... Enfin,
assez connus, entre guillemets, malgré le fait qu'ils soient relativement obscurs, ce sont ces 12 études transcendantes, qui sont à la fois un lien très clair avec Franz Liszt, qui était le premier à avoir écrit 12 études transcendantes, et à la fois dans ces études transcendantes, on voit des choses assez typiques du groupe des cinq. Il y a une danse caucasienne, par exemple, il y a plusieurs motifs en fait, qui viennent du folklore, il y a plein de références à la musique orthodoxe russe, et tout ce lien à cette identité un petit peu russe qui était défendue par le groupe des cinq. Voilà, ça c'est quelque chose ce lien au folklore aussi, c'est quelque chose qui est typique et en fait qu'on ne trouvera pas par exemple chez Liszt dans ses études. Et donc, ça vous attire une musique d'inspiration nationale, folklorique? Je crois en fait, j'avais fait aussi un disque qui s'appelait Album d'un voyageur où en fait c'était toutes des œuvres qui étaient issues des folklores, que ce soit irlandais ou espagnol ou arménien ou russe. Je trouve que c'est vraiment une richesse incroyable. Alors évidemment, c'est toujours une approximation parce que d'abord, ce sont des mélodies populaires qui voyagent et puis un compositeur les notes, les transcrit, les harmonise à sa manière. Donc c'est toujours quelque chose qui est biaisé. Mais quelque chose qui me frappe, c'est quand même à quel point c'est une diversité incroyable de langage. Et pour le coup, voilà, l'idée de la musique qui est un langage universel, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qui est vrai, c'est qu'on a accès à une multiplicité de langages différents qui est incroyable. Et sur ce disque, il y a peut-être des œuvres qui viennent d'une quinzaine de langages musicaux radicalement différents et on peut tous les comprendre en fait. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, je vous propose de vous écouter dans Nuit d'été en mi majeur, extrait des 12 études d'exécution Transcendance opus 11 de Sergueï Liapunov.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. Nudité en mi majeur, extrait des 12 études d'exécution transcendance, opus 11 de Sergei Liapunov dans l'interprétation de notre invité Florian Noack. Alors Florian, dans votre dernier album, I Wanna Be Like You, vous avez inclus toute une série de transcriptions qui sont signées de votre plume. Qu'est-ce qui vous attire dans l'art de la transcription ? Il y a beaucoup de choses. Alors en fait, puisqu'on parlait d'Ivan Rebrov avant, alors j'ai jamais vraiment transcrit Ivan Rebrov. Enfin, il y a quand même une chanson que j'avais notée à l'époque, mais c'est en fait la première chose. J'écoutais ça beaucoup quand j'étais petit, j'étais complètement obsédé, et donc je me mettais au piano, et alors avec un doigt et des accords à la main gauche, j'essayais de retrouver la mélodie, de prolonger, de m'approprier un petit peu l'émotion que je ressentais en entendant ça. Et en fait, cette dynamique-là, je pense qu'elle est toujours présente. C'est que quand j'entends quelque chose, ça crée une émotion. Cette émotion, c'est quelque chose d'un petit peu déstabilisant d'une certaine manière. C'est un peu comme une blessure qui démange un petit peu. Et donc, c'est quelque chose souvent que je répète, que je réécoute, qui tourne un petit peu en boucle. Et en fait, pouvoir moi-même mettre les doigts là-dessus, pouvoir le jouer au piano, me l'approprier, en fait, ça fait partie d'un processus d'équilibrage d'une certaine manière. Donc le choix des œuvres que vous décidez de transcrire, c'est purement instinctif. C'est toujours des coups de cœur. C'est toujours des coups de cœur, des choses que j'ai entendues et puis j'étais émerveillé ou bouleversé et il fallait que j'essaye. Après, il y a quand même un peu d'expérience et un peu de réflexion, c'est-à-dire que je pense pas que tout puisse se transcrire. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'imagine pas. Peut-être que d'autres me montreront que j'ai tort. Donc c'est vrai que je réfléchis toujours, est-ce que c'est une pièce qui pourrait marcher au piano ? Est-ce que c'est une pièce dont le format aussi se prête à une adaptation ? C'est-à-dire si je me verrais mal transcrire une symphonie de Mahler, parce que je me verrais très mal couper dans une symphonie de Mahler, tout simplement. Et je me verrais mal aussi avoir une œuvre d'une heure ininterrompue au piano. Donc en général, j'ai souvent choisi des œuvres un peu plus courtes, ou des œuvres qui me semblaient avoir un format qui pouvait s'y prêter, une dizaine ou une quinzaine de minutes, le plus souvent, parfois des œuvres plus courtes. Par exemple, le ballet, c'est très facile à adapter parce que c'est souvent des numéros assez courts, de 2 ou 3 minutes.
il y a, alors là, la musique russe s'y prête beaucoup. Les poèmes symphoniques aussi, qui sont quelque chose qui sont un peu souvent narratifs, qui est souvent un format voilà, entre 10-15 minutes. Ça, je pense, c'est des choses qui marchent assez bien au piano. Alors, quand vous décidez de transcrire une œuvre, c'est pour votre usage personnel ou c'est dans l'espoir de permettre à d'autres de la jouer dans leur maison, chez eux ou... Alors, c'est très très égoïste. C'est absolument pour mon usage personnel. Après, il se trouve qu'il y a certaines transcriptions que j'ai publiées et ce qui m'amuse, c'est de voir que ça génère vraiment un intérêt. Et enfin, en fait, il y a une petite communauté un peu de niche qui se crée à travers le monde, mais ça m'arrive maintenant assez régulièrement. Aux États-Unis, même, j'avais joué sur une île tout près de Seattle l'an dernier. Il y a quelqu'un qui avait pris le bateau et qui m'avait demandé de signer une des transcriptions, enfin une des partitions que cette personne avait commandées. Et donc, Génial, la gloire. mais je sais pas si c'est une gloire, mais en tout cas, c'est rigolo parce que c'est. Voilà, on se crée une communauté en fait un peu fraternelle, presque de gens qui s'intéressent et qui suivent à ce qu'on fait et qui trouvent leur. Je sais pas, enfin, je vais pas dire leur pain quotidien, mais qui en font leur truc un petit peu. Mais au départ, c'est vraiment pour moi que je le fais, pour moi en tant que pianiste. Et puis, en tout cas, c'est ça la nécessité. Et puis, à un moment, en général, à un moment, je décide que c'est bon, que moi, je jouerai peut-être un petit peu moins cette transcription-là, que je peux la publier. Et là, c'est très chouette, en fait, de voir qu'il y a beaucoup de gens pour qui, finalement, ça semble compter. Alors, est-ce qu'il faut être un virtuose pour jouer vos transcriptions? Je pense quand même un peu la plupart. C'est quand même des transcriptions... alors, c'est des transcriptions aussi que j'ai écrites pour moi-même, donc qui incluent aussi mes propres limites techniques. Il y a certaines choses que j'aime pas, des difficultés que j'aime pas trop. Ben, je les évite dans mes transcriptions aussi, donc je ne dis pas que c'est toujours dans la surenchère, mais en général, c'est adapté au pianiste que j'essaye d'être, et donc plutôt un pianiste virtuose dans la limite de mes possibilités. Mais... Vous vous mettez des défis? Oui, complètement, mais c'est le jeu aussi, voilà, il y a le côté un peu... oui, un peu le challenge, entre guillemets, de se dire est-ce que ça va être jouable et est-ce que j'y arriverai en tant que pianiste. Alors, vous venez nous présenter un nouvel album qui s'appelle I Wanna Be Like You. Comment avez-vous construit son programme? En fait, construit, c'est un très très grand mot, mais effectivement, il a fallu choisir. Donc j'avais déjà fait, il y a, je sais pas, 7 ou 8 ans, un disque avec des transcriptions qui sont que des transcriptions de musique russe, et ce qui correspondait à ce que je faisais à l'époque. Et puis entre-temps, ce répertoire de transcription, il s'est un petit peu élargi, c'est-à-dire que j'ai voulu aller vers d'autres horizons, faire et essayer de voir ce que pouvait donner la musique baroque au piano, ce que pouvait donner de la musique de la Renaissance, ce que pouvait donner du jazz, etc. etc. Et donc ce disque, voilà un peu le thème, entre guillemets, si on peut appeler ça un thème, c'était en fait, encore une fois, la diversité de langage qu'on peut avoir et la diversité de références, d'allusions qu'on peut faire. Et je pense que la plupart des œuvres sont en fait dans un style plus ou moins différent, et pour moi c'était un peu le jeu, c'était de voir quels sont tous les univers auxquels on peut faire allusion à travers la transcription en fait. Alors dites-moi, estimez-vous que c'est important d'enregistrer des disques dans la carrière d'un musicien classique? Alors, je pense que de nouveau il faut faire ce vers quoi on se sent appelé. Pour moi c'était important de fixer ces choses-là parce que c'est des choses qui n'existent pas, et ça a été pareil avec certaines œuvres de Liapunov. Alors pour les études transcendantes, il y avait déjà des enregistrements, mais il y avait beaucoup d'œuvres par ailleurs dans les autres disques qui n'avaient jamais été enregistrées, ou très peu. Donc moi, je me sens assez naturellement appelé à enregistrer et motivé par le fait d'enregistrer. Et il se trouve que dans mon cas, les disques ont très bien marché, ils ont été très soutenus par la presse. Et donc, dans mon cas, ça a été un facteur de carrière, ça c'est clair. Après, il y a d'autres pianistes qui ont fait ou qui ont émergé par les concours, ou encore par d'autres biais. Donc voilà, mais c'est vrai que pour moi, l'enregistrement, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose pour lequel je me prépare en général assez sérieusement. Et parce que, voilà, je sens que c'est quand même une réalisation et qui a une signification particulière. Donc, oui, pour moi, c'est important. Aimez-vous enregistrer? Alors, l'enregistrement en tant que tel, c'est un processus qui est très intense, qui est très compliqué. En fait, c'est le plus dur. C'est-à-dire qu'à la fois, on a évidemment une technologie, un confort qui permet de donner le meilleur de soi-même. À la fois, ça demande un niveau d'intensité qu'on a très peu parce que c'est plusieurs jours d'affilée. C'est des jours où on va peut-être travailler 10 ou 12 heures. Et je veux dire, quand je travaille chez moi, ça m'arrive parfois, rarement, mais de faire des journées de, allez, disons 8 ou 10 heures de travail.
Mais dans ce cas-là, je travaille lentement, je travaille pas à intensité maximale, alors que quand on enregistre, c'est ce qu'on fait. Donc c'est comme si on faisait 8 heures de concert, plusieurs jours d'affilée, et ça c'est évidemment terrible. Alors en plus, comme pour moi l'enregistrement c'est quelque chose d'important et que je suis hypocondriaque, avant les enregistrements je m'invente toujours des catastrophes imaginaires. Donc c'est toujours des moments intenses, des moments difficiles. Je suis toujours soulagé quand je sors d'enregistrement, mais je sens que c'est aussi des moments où il y a un vrai enjeu, et donc oui, donc c'est important à chaque fois. Et j'ai lu dans l'interview que vous avez accordée à Camille Dereg dans Diapason que quelquefois vous êtes dans des situations très très difficiles, comme avec la symphonie classique de Prokofiev. Mais en fait, c'est-à-dire il y a toujours dans tous ces enregistrements avec des enfin voilà, ces programmes de transcription, en fait, c'est un travail de fourmi, parce que moi je suis très lent en plus, donc même une transcription de 2 minutes, parfois elle m'a pris 3 mois de travail. Et il y a toujours des nouvelles découvertes, ce qui fait que juste avant l'enregistrement, je me dis il faudrait quand même que je fasse une transcription de ça parce que j'y tiens et ce sera un vrai plus sur le CD. Donc même sur ce disque-ci, il y a des danses de la Renaissance et il y en a une, j'ai fini le manuscrit le matin même de l'enregistrement. Donc oui, voilà, ça c'est un peu une... Donc vous aimez travailler sous pression. Ben, en tout cas, je réalise que je me mets souvent dans ces situations-là, quoi. Alors je propose de poursuivre avec Festival de Bagdad, extrait de votre transcription de la Scheherazade de Nikolai Rimsky-Korsakov.
Festival de Bagdad, extrait de la transcription de notre invité, Florian Noack, de la Scheherazade de Nikolai Rimsky-Korsakov, un extrait de l'album I Wanna Be Like You, qui paraît récemment chez la Dolce Volta. Alors Florian, il est de tradition dans Appassionato de vous offrir le libre choix de nous faire écouter un enregistrement que vous aimez. Qu'aimeriez-vous nous faire entendre ? Alors, un coup de cœur musical qui n'est pas classique, c'est Fats Waller, qui est donc un jazzman, un chanteur, était aussi célèbre comme entertainer dans les années 30, 20-30, américain. Et voilà, c'est quelqu'un qui a une sorte de joie de vivre, d'enthousiasme que j'adore et que je trouve absolument contagieux. Et donc j'ai choisi sa chanson Bye Bye Baby. Alors on l'écoute maintenant. Yes, baby, I'm going away. Yes, you know I've got to go away. Yes, but am I hungry? Sure. Yes. Listen, I'll take some lioness potatoes and the pork chops. Don't forget the cornbread or two. Yes. Bye bye, baby. Will you save your love for me? Sweetie pie, now don't you cry. Just say bye bye. Bye bye, baby. Got a little kiss for me. Hug me nice and kiss me twice and say bye bye. I'm gonna send a letter telling you where I am, dear. And then when things get better, I'm gonna send a telegram, dear. Yeah. Bye bye, baby. I'll be lonely as can be. Sweetie pie, now don't you cry. Oh my, baby, say bye bye. Nous venons d'écouter Bye Bye Baby, interprété par Fats Waller. Il s'agissait du choix de notre invité Florian Noack. Votre rendez-vous musical Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup Florian d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à Clément Villansen d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les mercredis à 14h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.